d'aller vers un cessez-le-feu. Alors comment expliquer cette dichotomie d'une part et comment expliquer ce dysfonctionnement manifeste du droit international à chaque fois qu'il s'agit de la Palestine? Oui, évidemment, parce que le chapitre 7 est devenu une spécialité arabe. S'il s'agit de détruire l'Irak en 1991, on active rapidement le chapitre 7. La même chose avec la Libye en 2011, le chapitre 7 de la charte de l'ONU s'est activé. Qui concerne l'usage de la force, voilà, chapitre 7, rappelons-le. Allez bien. Le chapitre 7, qu'est-ce qu'il dit? Le chapitre 7, si jamais il y a une menace de sécurité dans un coin dans le monde, on pourrait avoir une armée ou une coalition des armées afin d'intervenir parce que la paix est menacée, mais à condition évidemment qu'il ne soit pas bloqué par l'usage du droit de veto. Les États-Unis d'Amérique ont présenté une résolution totalement en faveur d'Israël et anti-palestinien. La Chine et la Russie ont bloqué cette résolution par un usage double de veto. Or, un seul veto, ça suffit, on n'a pas besoin de deux veto. Et d'habitude, les Chinois n'utilisent pas le droit de veto, mais cette fois-ci, ou depuis la guerre en Libye 2011, avec la Russie, ils utilisent toujours leur droit de veto, surtout afin de protéger la Syrie d'une attaque militaire de la part de l'OTAN. Donc, le projet américain a été bloqué par un droit de veto. Donc, c'est bien de protéger les Palestiniens par le veto russe et le veto chinois. Par contre, la résolution ou le projet de résolution de la Russie, présenté par la Russie, a été aussi bloqué par les États-Unis d'Amérique en utilisant le droit de veto. Donc, le Conseil de sécurité ne peut pas résoudre la question, d'où la recherche à une autre alternative, c'est l'Assemblée générale. Puisque l'Assemblée générale de l'ONU, il n'y a pas de droit de veto. Un petit pays comme le Tchad ou le Sénégal, ou je prends mon propre pays, la Tunisie ou la Suisse, puisque je suis aussi suisse, et il a le même droit, il a le même vote que les États-Unis d'Amérique ou la Chine ou la France ou la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de droit de veto. Mais évidemment, le responsable de la sécurité dans le monde, ce n'est pas l'Assemblée générale, mais c'est le Conseil de sécurité. Rappelons-le, le Conseil de sécurité est le seul à pouvoir émettre des résolutions, contrairement à l'Assemblée générale qui émet des recommandations et donc qui ne s'applique pas de juré aux États et aux pays concernés. C'est bien cela, professeur? Oui, absolument, absolument. C'est ça la différence entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Et nous sommes habitués, ce n'est pas la première fois, en fait, il faut le signaler, ce n'est pas la première fois que les États-Unis d'Amérique protègent Israël par l'usage du droit de veto. Ce n'est pas la première fois, je pourrais dire même si c'est systématique. Parfois aussi, il y a le veto britannique ou le veto français, mais surtout le veto américain qui protège aveuglement, totalement Israël. Sauf peut-être une seule fois quand Bourguiba, le président tunisien, a menacé de rompre les relations diplomatiques entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique si les Américains vont utiliser un droit de veto afin de protéger Israël contre une résolution à l'époque, à l'issue de l'attaque de Hammam el-Shat en Tunisie. Ils ont attaqué un raid aérien israélien qui a bombardé des Tunisiens, des Palestiniens, Hammam el-Shat en Tunisie. Donc, à cette époque, c'est l'exception peut-être, historiquement parlant, des États-Unis d'Amérique où ils n'ont pas utilisé le droit de veto. Sinon, nous sommes habitués d'usage systématique, je répète systématique, de la part des Américains de ce fameux droit de veto qui distingue le monde entre les forts, les puissants et les faibles et les marginalisés des États, même qui soient membres de l'ONU. Monsieur Gallis, est-ce que le Conseil de sécurité est légitime pour aider le peuple palestinien ou pas d'ailleurs? Et est-ce qu'au fond, sa légitimité justement ne se limite-t-elle pas qu'à protéger Israël, comme le professeur Sidaoui vient de l'évoquer, d'éventuelles sanctions internationales en lui permettant de poursuivre sa politique de colonisation d'une part et ses crimes contre le peuple palestinien d'autre part? On a bien fait de rappeler que l'Assemblée générale, il y a quelques jours, s'est prononcée sur une proposition jordanienne à une immense majorité pour des couloirs humanitaires. Oui, après plusieurs jours de conclave. Oui, bien sûr.
Mais on voit la liste des pays qui ont refusé, ce sont toujours les mêmes, à commencer par Israël et les États-Unis, plus leurs affidés. Mais alors curieusement, et c'est peut-être la contradiction de l'ONU quand les gens qui ne sont pas au courant regardent ça, c'est que ce qui est démocratique n'a pas force de loi, et ce qui n'est pas démocratique, ce qui est oligarchie, a force de loi. Enfin, sur le papier, oui. Parce que je rappelle qu'il y a eu des résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas mises en vigueur. Il faut avoir une volonté politique de mettre en œuvre des résolutions. Je rappelle que pour le conflit Russie-Ukraine, il y a le Conseil de sécurité était garant des accords de Minsk. Il a demandé qu'ils soient mis en œuvre. Je rappelle aussi qu'il y a eu un précédent, puisqu'on va célébrer dans presque un an la décision de la Cour internationale de justice qui demandait la destruction du mur de sécurité érigé par Israël en Cisjordanie. Oui. Il y a bien une décision de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, qui est l'instance suprême, demande que le mur soit détruit et demande au Conseil de sécurité de prendre toutes les mesures d'accompagnement pour abolir tout le système réglementaire et judiciaire qui accompagne cette mesure. Rien n'a été fait. Donc, si vous voulez, c'est une question de volonté politique, c'est pas simplement une question de droit. Oui. Je rappelle d'ailleurs que dans l'esprit des rédacteurs de la charte, article 27, on ne parle pas de droit de veto, puisqu'on voulait éviter que le dispositif soit bloqué. On poussait les 5 membres permanents, puisque vous savez que le Conseil de sécurité, c'est 15 membres, il y en a 10 qui sont provisoires, et puis 5 permanents. Par rotation, et puis 5 qui sont permanents. Et ces 5 permanents se sont instaurés une espèce de droit de veto, alors que la philosophie de la charte, c'était qu'ils cherchent par tous les moyens à se mettre d'accord pour éviter le conflit. On oublie souvent ça parce que le droit de veto n'est pas véritablement un droit inscrit tel quel dans la charte. Il y a une nuance entre pousser les gens à se mettre d'accord et inciter l'un d'entre eux à bloquer la machine. Très bien. Professeur Sidaoui, alors aujourd'hui, il y a quelques heures de cela, seulement à l'issue de la réunion du G7 au Japon, à Tokyo plus précisément, alors le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'Israël ne doit pas chercher justement à occuper ou à réoccuper Gaza, ni même à mettre en place un plan visant à déplacer les populations gazaouies en dehors de Gaza, comme il a été évoqué plus tôt durant cette agression israélienne sur la bande de Gaza. Cette déclaration signifie-t-elle un repositionnement tactique de la part des États-Unis et de ses alliés? L'on a entendu pratiquement à peu près le même discours tenu par la France il y a quelques jours de cela. Est-ce dû à la pression internationale selon vous? Et pourquoi ne parvient-on pas, malgré ça, à traduire ce genre de déclaration en actes autour de la table du Conseil de sécurité de l'ONU? Certes, nous constatons une légère amélioration de la position américaine qui est farouchement pro-israélienne et farouchement anti-palestinienne. Il y a une petite amélioration, à mon avis, due à ces manifestations, à ces peuples courageux dans le monde, en Europe et surtout aux États-Unis d'Amérique qui auront dit assez, cessez le feu, assez des massacres. Aujourd'hui, on a plus que 10 500 Palestiniens tués, dont plus que 4 800 enfants, des enfants, et plus que 3 000 femmes. Oui. Donc, Israël a bien ciblé les civils, les enfants, les femmes, les vieillards, les combattants, ils luttent dans la guerre des guérillas, ils sont comme des fantômes, ils sont dans les tunnels, les bouges sont mobiles. Donc, Israël attaque les civils. Je pense les États-Unis d'Amérique, l'administration Joe Biden, Blinken lui-même, qui a dit, avant d'être américain, je suis juif, je suis venu en tant que juif. Et nous n'avons aucun problème avec le judaïsme, il y a des juifs arabes partout, mais évidemment, le sionisme ou le soutien inconditionnel aux crimes commis par l'État israélien contre la population civile palestinienne, évidemment, là, je pense, la réponse est venue du peuple américain.
Et malgré le monopole des médias en Occident, et le monopole, il y a une oligarchie qui a le monopole qui sait d'orienter l'opinion publique, je pourrais dire même de pratiquer le lavage de cerveau, mais le résultat est différent. Le résultat est différent. Je me rappelle plus que 65% des Européens, quand ils étaient interrogés dans un sondage d'opinion par l'Union européenne, qui menace la sécurité dans le monde entier, ils ont répondu Israël. Plus que 65%, ils ont répondu Israël. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord, ce n'est pas Daesh, ce n'est pas Al-Qaïda, c'est Israël. Donc, il y a les populations d'un côté et les gouverneurs de l'autre côté, et les médias aussi, qui sont contre l'opinion publique européenne ou l'opinion publique américaine. Moi, je pense que cette légère amélioration dans la position américaine, due d'un côté à la résistance héroïque du peuple palestinien, ce n'est pas facile. Professeur Sidaoui, est-ce qu'elle aurait à voir, d'une quelconque manière, est-ce qu'elle aurait à voir avec le dernier sondage en ce qui concerne les intentions de vote des Américains qui ne créditent pas Joe Biden justement d'un bon score, d'après vous? Oui, et surtout, je souligne, la plupart des manifestants sont des démocrates. Oui. Donc, ce sont les démocrates qui sont contre Joe Biden, qui est démocrate. Et là, il a peur, évidemment. Joe Biden est dans une position très, très faible, puisque les manifestants pro-palestiniens, les manifestants anti-israéliens sont encouragés, soutenus, mobilisés par les démocrates américains. Et surtout, le projet de faire immigrer les Palestiniens en tant que réfugiés en Égypte, je pense aussi que le président égyptien était ferme, pas question d'ouvrir la porte du Sinaï aux Palestiniens. Si vous voulez des camps de réfugiés, vous avez le désert du sud de la Palestine, le désert de Naqab. Vous pouvez les installer. C'était une réponse ferme de la part du président égyptien. Je pense aussi qu'il y a une résistance, et cette résistance, c'est la résistance du peuple palestinien. Les Américains, au début, Joe Biden a voulu réduire la résistance palestinienne, l'incarner uniquement de Hamas, et faire l'analogie entre Hamas et Daesh. Or, il néglige par exemple les brigades d'Abu Ali Mustafa, qui est le bras militaire du Front populaire de la libération palestinien, qui se compose en majorité des chrétiens palestiniens et des militants de gauche marxistes palestiniens. Donc, on veut parler que de Hamas, on ne parle pas d'autres formations, à titre d'exemple, les formations laïques, afin de présenter ou salir l'image de la résistance. Voilà, nous sommes à un nouveau Daesh. Mais je pense que l'opinion publique européenne ou américaine est bien avertie cette fois-ci et a dévoilé l'agression israélienne. Et cette communauté internationale, donc, qui néglige également ce qui se passe en Cisjordanie, où, rappelons-le, près de 180 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre, en sachant qu'en Cisjordanie, il n'y a pas de Hamas qui opère. Monsieur Gallis, oui, voilà. C'est le Fatah qui lutte en Cisjordanie, mais on parle pas trop, puisque ce n'est pas de Hamas. On ne peut pas diaboliser les militants de Fatah, qui sont des nationalistes. Monsieur Gallis, depuis quelques jours, l'on relève une espèce de glissement sémantique, si l'on peut appeler ça comme ça, au niveau des éléments de langage relatifs au cessez-le-feu, qui a basculé justement à ce que certains pays appellent une pause humanitaire. Est-ce que cela est dû à l'échec du Conseil de sécurité d'instaurer un cessez-le-feu et protéger la population civile à Gaza, en quelque sorte, ou est-ce que cela ne prouve-t-il pas, tout simplement au fond, qu'il est plus qu'urgent d'engager une réforme sur le fond du fonctionnement de ce même Conseil de sécurité? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de rhétorique, pas toujours une grande rigueur juridique et encore moins une justice politique. La position d'un certain nombre de pays qui demandent pas de cessez-le-feu, mais une trêve, en fait, ça revient à demander la stricte application du droit international humanitaire. Oui. Ça n'a pas besoin d'être rappelé. Tous les protagonistes doivent respecter le droit international humanitaire. Le droit de Genève. Et on pourrait, si ça n'était pas aussi triste, on pourrait sourire de voir un certain nombre d'Occidentaux, notamment Madame von der Leyen, qui avait, il y a exactement un an,
été très sévère contre les Russes en expliquant que c'était du terrorisme que de priver les pauvres Ukrainiens d'eau, d'électricité et d'énergie. Oui. Mais quand c'est Israël qui le fait, elle ne dit pas un mot. Si elle dit un mot, elle dit qu'il faut soutenir Israël. Oui. Donc vous voyez bien qu'on a une espèce de situation totalement impossible. Contradictoire. Et moi, j'ai sous les yeux le communiqué de presse de l'ONU. Et même ce communiqué de presse de l'ONU, il est tendancieux parce qu'il nous rappelle, et je pense que c'est bon pour les auditeurs de le rappeler, les 5 qui ont voté pour cette résolution, c'est la Chine, le Gabon, le Mozambique, la Russie, les Émirats arabes unis. Les 4 qui ont voté contre sont la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a 6 abstentions. Oui, et les 6 abstentions, c'est l'Albanie, le Brésil, l'Équateur, le Ghana, Malte et la Suisse. Oui. La Suisse qui se soucie tout à coup pas assez du droit humanitaire international alors qu'elle en a été le giron. Donc si vous voulez, ce qui est quand même disproportionné dans cette résolution, c'est qu'il est dans le refus de cette résolution et les commentaires qui en sont faits, c'est qu'on reproche à cette proposition de ne pas mentionner le Hamas. Oui. Mais le texte, il condamnait la violence et tous les actes de terrorisme. Donc il faut être d'une mauvaise foi patentée pour ne pas voir que tous les actes terroristes, c'est tous les actes terroristes qui soient d'un groupe non étatique ou qui soient qualifiés d'actes terroristes. Oui. Hein, ou qui soient qualifiés d'actes terroristes par les uns ou les autres en fonction de leur positionnement géopolitique. Parce que vous le savez qu'en droit international, il n'y a pas de définition d'acteur terroriste. Exactement. Ils ne se sont pas mis d'accord. On peut qualifier un acte terroriste avec un peu de précision, et ça, on est visiblement dans des actes terroristes, mais il n'y a pas de mesure de qualification de sujet terroriste, puisque les terroristes, rappelons que Mandela, il était qualifié de terroriste. Hein, exactement. Avant d'être Je rappelle aussi que la résistance algérienne, au temps de l'occupation française, était également qualifiée de terroriste, alors qu'elle tentait de libérer le pays. Du temps du mandat britannique en Palestine, et l'hôtel du roi David qui a fait l'objet d'un attentat terroriste. Bon, donc si vous voulez, je crois que là, on joue sur les mots, je le dirais d'une formule courte, que le Hamas, c'est l'arbre qui cache la forêt palestinienne. C'est l'arbre qui cache la forêt du peuple palestinien. On va en prendre un. L'attaque, il n'était pas tout seul d'ailleurs dans l'attaque du 7 octobre. Ouais. Il y avait 3 ou 4 autres groupes qui étaient avec lui. Mais on sort le Hamas parce que c'est le diable en personne. Donc il est très commode de sortir. Parce qu'on avait besoin d'un prétexte justement pour mener sur le terrain une telle opération qui est en train de tourner au génocide, disons les choses clairement. Mais c'est au détriment d'un peuple qui se fait massacrer. Alors vous avez des subtils juristes qui disent ce sont des crimes de guerre, c'est pas un génocide, c'est un génocide quand on le fait exprès. Mais moi j'ai vu des juristes dire que l'action du Hamas c'était un génocide et quand il y a 10 ou 15 ou 20 fois plus de Palestiniens qui se font tuer, c'est pas un génocide. Je pense qu'il ne faut pas jouer sur les mots et que quand on tire sur des civils, c'est contraire au droit humanitaire international. Voilà, c'est clair. D'autant plus que l'on tire sur des enfants, des bébés et des femmes. Le professeur Sidaoui a rappelé les chiffres, donc plus de 4000 enfants qui ont été tués depuis le 7 octobre par les attaques d'Israël sur Gaza. Alors, professeur Sidaoui, quelques minutes peut-être pour une dernière question. Est-ce qu'au fond, justement, ce ne serait pas ce même Conseil de sécurité auquel on a confié la mission de préserver, sauvegarder, maintenir la paix? Est-ce que ce ne serait pas ce même Conseil de sécurité qui nourrirait l'impunité dont jouit l'antité-sioniste depuis de longues dates quant à ses crimes contre la Palestine, d'une part, en empêchant dans sa structure même toute mesure de coercition, malgré que des résolutions, et on l'a rappelé en début d'émission, ont été votées par le passé? Évidemment, c'est une évidence. Il y a tout d'abord la politique des 2 poids, 2 mesures, l'hypocrisie totale. S'il s'agit du peuple ukrainien, oui, entre il y a les larmes, mais s'il s'agit du peuple palestinien, on ne peut pas voir les chiffres, hein. Surtout le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants tués, c'est plus que 4800 enfants. Le nombre de femmes tuées, c'est plus que 3000 femmes. Les Américains, ils ont toujours protégé Israël. Et à titre d'exemple, la résolution 242 à l'issue de la guerre de juin 1967 stipule que Israël doit sortir des territoires occupés, que ce soit le Golan,
syrien ou au Liban ou la Cisjordanie. Israël n'a jamais exécuté la résolution de 242. Si je fais l'analogie avec ce qui s'est passé en Irak en 1991 ou avec la Libye en 2011, il faut référence à l'épisode irako-Koweït. Aviv, si je fais l'analogie, attaquer Tel Aviv. Donc, 2 poids, 2 mesures, c'est connu, et surtout les médias aussi, c'est connu, c'est le soutien total à Israël, aveuglement, inconditionnellement, ça se répète, c'est le même scénario. La seule chose, l'espoir, c'est l'opinion publique européenne et américaine, ce sont les peuples libres. Aujourd'hui, avec la révolution de la nouvelle technologie, d'Internet, on a de plus en plus de conscience politique. Très bien, professeur. Monsieur Galis, comprenez-vous justement à l'aune de toutes ces informations que certains pays puissent appeler aujourd'hui à la réforme totale du Conseil de sécurité, des pays dont l'Algérie fait partie, je le rappelle? Mais bien sûr, mais ça fait déjà des décennies que ce système ne marche pas. Vous voyez bien que les 5 membres permanents, c'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais que depuis, vous avez... alors, il faut rappeler qu'à l'origine, c'était Taïwan qui représentait la Chine. Et non pas la Chine, et que c'est seulement dans les années 70 que la Chine populaire a pris la place. Mais il y a des pays immenses comme l'Afrique qui n'ont aucun membre au Conseil de sécurité. Vous avez l'Inde qui n'est pas membre du Conseil de sécurité. Donc ce système ne marche pas. Et je crois que moi, ce qui m'affole, si vous voulez, parce que je suis un occidental, j'en ai pas honte, mais j'ai honte de mes dirigeants. Je crois qu'il faut rappeler que les dirigeants, et ça a été dit par M. Sidaoui, il ne faut pas oublier que même en Israël, vous avez des gens qui se battent et qui protestent contre Netanyahou. Et qui protestent on voit ça tous les jours dans les rues à travers des manifestations immenses, notamment à Tel Aviv, demandant des comptes au gouvernement de Netanyahou sur ce qui se passe à Gaza. Absolument. Sur le processus, sur pourquoi cette attaque, il y a des zones d'obscurité, etc. Donc moi je pense qu'il faut compter sur les peuples. Je pense que c'est juste. Mais j'ai pas honte d'être occidental, mais j'ai honte de dirigeants occidentaux qui sont complètement soumis à la décision arbitraire des faucons des États-Unis. Ouais. Je dis pas les États-Unis en globalement. Je dis les faucons néoconservateurs des États-Unis qui conduisent l'Occident à l'abîme et qui du coup vont créer une réaction de rejet proportionnelle à la violence dont ils sont la caution. Et ça va revenir avec un effet boomerang, ça a déjà commencé, et c'est une guerre globale. Il faut bien comprendre que c'est une guerre qui est à la fois économique, technologique, politique, et qui implique les BRICS et tout le reste. Merci Monsieur Galis, je rappelle que vous êtes président du conseil de fondation du GIPRI. Gabriel Galis, vous êtes en direct avec nous depuis la Suisse, tout comme Ria Sidaoui, politologue et directeur du CARAPS, également en direct avec nous depuis Genève. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Excellente suite des programmes sur le 24 News.